Alors, bonjour, bonjour à tout le monde. Depuis Strasbourg, je suis contente de vous voir et une fois de plus dans ce rendez-vous, et presque parfois 15 jours, parfois un mois, et où nous nous approchons de vous dans ce qu'on appelle les mardis strasbourgeois. Pour ce mardi strasbourgeois, on a la chance de compter parmi nous à une personne à laquelle je pourrais dire mon voisin du troisième. Oui. C'est mon voisin du troisième. C'est notre ami Eric Rica, qui est avec nous, le chef d'unité de INLO, c'est la direction générale qui s'occupe des bâtiments. Eric, on a voulu, à travers ce cycle de conférences, surtout s'approcher des gens de Strasbourg. Parce que nous, en fait, nous sommes des gens, nous habitons la ville, nous investissons la ville, nous allons dans les bars, dans les restaurants, c'est-à-dire, nous sommes des Strasbourgeois. Non? Et pourtant, je crois que les gens de Strasbourg ne nous connaissent pas assez. Et j'ai pensé surtout à KDG, à ton unité, parce que je vois combien de gens travaillent pour l'INLO ici, entre session et session. On fait les couloirs et là, il y a des gens qui soulèvent un tapis, d'autres qui nettoient les plantes, d'autres. C'est-à-dire, il y a partout des gens qui travaillent pour rendre cette maison qui appartient à tous merveilleuse et étincelante, si je peux dire. Alors, j'ai pensé immédiatement à toi et c'est une des conséquences de cette pensée, c'est que tu sois là, bien sûr, avec ton accord, que tu sois là aujourd'hui. Mais avant de penser aux questions, je dois vous présenter mon collègue Evangelos Gintersos. Evangelos Gintersos va être le maître de cérémonie de cette conférence. C'est lui qui va s'occuper de modérer et d'introduire les questions de tous ceux qui sont à l'autre côté de l'écran. Il y a aussi avec moi, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, Sina Wittner, une excellente collègue qui s'occupe de la partie technique. Et il y a aussi avec nous Eva Petelei. Et là, quelque part, dans le web, il y a aussi Angelina, notre stagiaire qui travaille avec nous en collaboration. Alors, je crois que je pourrais donner la parole à Evangelos et je donne la parole à Evangelos, tout à fait. Merci beaucoup, Rosa. Bon, ça commence bien, dans une bonne ambiance. Je, de ma part aussi, remercier Eric de nous avoir fait l'honneur d'accepter notre invitation. Et avant de lui donner la parole, je m'adresse aux participants à cette conférence, à tous ceux qui sont à l'écran ou tous ceux qui ne sont pas à l'écran, plutôt qui ne sont pas visibles. Alors, j'aimerais juste vous énoncer, entre guillemets, les règles de cette heure que nous avons devant nous. Alors, chers amis, si vous voulez poser des questions à notre invité, Rica, ceux qui sont à l'écran, ils peuvent lever la main. On leur donne la parole pour poser une question. Ceux qui ne sont pas à l'écran, qui préfèrent être cachés, tout à fait légitime, ils peuvent inscrire leurs questions. Notre collègue Sina va me les passer pour que je les pose à Eric. Alors, juste une petite observation, je veux dire ça. S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'essayez pas de répondre à vos questions. Ça veut dire 1 minute si possible. Et notre invité, Eric aussi, pour la réponse, 3 minutes si possible. Tout ça à condition qu'il y ait trop de questions.
pour pouvoir donner la possibilité à nos participants de poser leurs questions. Si, évidemment, il n'y a pas trop de questions, nous sommes là pour nous adapter aux réponses. Et bien sûr, comme c'est prévu, c'est jusqu'à 19 h, mais comme je dis souvent, nous ne sommes pas sur un plateau de télévision, donc s'il y a intérêt de la part des participants, nous pouvons prolonger 10 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Avant de passer la parole à Eric. Eric, je me posais les questions aussi, hein, avant de t'inviter. On te voyait, une minute, voilà. On te voyait, moi je te voyais dans les couloirs. Je savais que tu travailles au bâtiment, mais c'est quoi le bâtiment finalement pour le grand public? C'est de béton, c'est de fer, c'est de verre, c'est une âme. Et si c'est une âme, elle est bien, elle fonctionne bien avec les hommes et les femmes qui ont de l'âme aussi pour rendre fonctionnel et vivant ces bâtiments-là, ces édifices qui sont vus de l'extérieur comme de tour de Babel, comme une cloche en or, tout ce que vous voulez. Alors, je ne vais pas aller plus loin, je te donne la parole et ensuite on va lancer le débat. Ça va. Bon, bonsoir à tous, bonjour à tous. Donc, Eric Rica, je suis très content d'avoir pu répondre à votre sollicitation. Ce qui m'a marqué dans la première intervention de Rosa, c'est en fait les citoyens se posent beaucoup de questions sur c'est quoi le bâtiment, on est des Strasbourgeois, c'est quoi le bâtiment ou c'est quoi le Parlement. Et je pense que la première chose qu'on pourrait donner comme information, c'est que souvent dans la ville, on nous confond avec le Conseil de l'Europe. Ça, c'est un des premiers points. Alors, pourquoi alors les bâtiments sont aussi pas interconnectés, mais sont assez proches. Et on a cette première difficulté où, en fait, nous sommes Union européenne, nous ne sommes pas Conseil de l'Europe. Voilà. Et donc, les bâtiments nous permettent aussi de nous identifier en tant qu'institution au sein d'une ville où il y a plusieurs institutions. Donc, ça, c'est le premier point par rapport à la remarque de Rosa. Concernant les bâtiments en tant que tels, donc peut-être juste une présentation parce que le but, c'est pas de parler, de donner de grands chiffres, c'est de répondre aux questions et d'essayer d'avoir un dialogue interactif. La DGINO, donc la Direction Générale Infrastructure et Logistique, qui est en charge des bâtiments à Strasbourg, est en charge des bâtiments, mais aussi de la logistique. Et donc, en termes d'organisation, on couvre des prestations qui sont beaucoup plus larges que les simples bâtiments. Donc ça, il faut aussi le voir. Donc, on a d'un côté la logistique, d'un autre côté les infrastructures. Dans ces infrastructures, il y a aussi différents services. Un service donc, qui est la direction de Christine Barr, qui est la direction du Facility Management intégré, qui a en charge en fait la maintenance et le maintien en état, la rénovation des bâtiments, et une autre entité qui est en charge des projets d'agrandissement ou de changement de fonction des bâtiments. Donc voilà l'organisation qui est en place à Strasbourg pour gérer ces bâtiments. Le terme gestion, c'est un mot qui est dans l'administration est important parce que on gère de l'argent public, etc. Mais plutôt que gestion, c'est faire vivre les bâtiments. Et on voit bien que dans notre façon de gérer notre activité, l'objectif, c'est d'amener de la vie dans les bâtiments. Et donc, on a réellement deux périodes pour notre fonctionnement. Nous avons les périodes de session plénière et d'avant-session plénière, c'est-à-dire 2-3 jours avant les sessions plénières et 2-3 jours après, qui sont des périodes où on est vraiment une entité de service, c'est-à-dire qu'on est là pour répondre aux besoins immédiats de tous les utilisateurs, et notamment des députés qui arrivent le lundi et auxquels on doit un certain nombre de services et de confort pour qu'ils puissent exercer leur activité parlementaire.
Donc, ça, c'est une première partie, le service. Et pendant cette période-là, l'ensemble des collègues, en fait, sont à l'écoute. On a mis en place une organisation qui permet de répondre aux différentes demandes. Et en dehors de ces périodes-là, vous y arrivez. et on y arrive. Et en dehors de cette période-là, on est sur un travail qui est plus lié à un travail de travaux et de préparation. Et c'est là que Rosa disait, on enlève les moquettes. Et donc, notre objectif, en fait, c'est de maintenir le parc immobilier de l'institution dans un état qui soit toujours dans un état de haut niveau de sécurité, de qualité et pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'on a en charge aussi le fait que le patrimoine de l'institution reste une valeur. Voilà un petit peu l'idée. Et pour faire ça, on a toute une partie de planification, d'organisation de travaux qui ne peut pas se faire seule. Et on le voit avec vous, communication, ou avec la sécurité, ou avec les interprètes. C'est-à-dire que chacun des travaux, en fait, se fait dans un site qui est en occupation. C'est-à-dire qu'il y a des Euroscola, il y a des manifestations, il y a d'autres collègues qui travaillent. Et donc, notre rôle, c'est d'avoir, en fait, ces travaux de rénovation en même temps que le fonctionnement du site. Voilà un petit peu notre activité par rapport à cette gestion de site. Maintenant, les activités, on va retrouver toutes les activités liées au bâtiment. Donc, la maintenance, le gros œuvre, le second œuvre, la structure, l'électricité, le chauffage, la ventilation, la climatisation. Et tout ça à une échelle surdimensionnée. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va toucher un élément, on rentre dans quelque chose qui sort des proportions standards. Donc, le parc immobilier, c'est à environ 350 000 m². Donc, on va forcément avoir des actions qui vont sortir de la norme. Dernièrement, on a rénové les pompes à chaleur du bâtiment Weiss. Donc, on est sur une puissance de 6 MW. Pour vous donner une idée, 6 MW, en termes d'électricité et de puissance, c'est une petite ville. Donc, chaque fois, on est sur des sujets qui deviennent complexes par leur technique, mais aussi qui sont complexes par rapport à leur taille. La gestion des clés est d'une complexité relativement importante compte tenu du nombre de portes que nous avons à gérer sur le site, par exemple. Et notre rôle est de faire fonctionner l'ensemble, mais surtout de faire fonctionner l'ensemble en sécurité et toujours avec le souci de l'utilisateur final et du client final. Voilà l'idée générale. Merci beaucoup, Super. Eric. Est-ce qu'il y a... Non, pas du tout. pas du tout. Il y a des questions. Donc, apparemment, les participants n'osent pas poser la première question. Donc, mais qui c'est qui va poser la première question? C'est bien moi. Alors, parce que, tout simplement, Eric, en t'écoutant, je m'ai posé des questions. Tu as parlé juste à l'instant de 350 000 m². Tu as parlé des clés, tu as parlé des portes. Alors, question très simple. Là, il y a déjà une question. Combien de bureaux il y a de ce bâtiment-là? Combien de bâtiments il y en a? Combien de salles il y a? Des salles de réunion, des petits amphithéâtres, à part l'hémicycle qui est bien connu. Oui. Combien? Combien de salles? Combien de bureaux? C'est la question. Oui, oui. D'accord. Alors, le nombre de salles de réunion par cœur, je pense que je ne le connais pas. mais par exemple, dans le bâtiment Weiss, pour les salles qui servent aux réunions des différentes commissions, comités, on est à plus de 50 salles de réunion dans la partie recevant du public. Dans la zone hémicycle, il y a plus de 50 salles de réunion, rien que dans cette zone-là. Donc, je pense que sur le site, on doit dépasser les 150 salles de réunion à peu près. L'ordre de grandeur, hein, de plus ou moins grande taille. Là, il y a même... Une question? Si. Là, il y a même c'est ouvert mon micro ou pas? Il y a même un de nos invités qui nous demande, en vertu justement de la grandeur, de la magnitude de notre site,
il n'y a pas trop de personnes qui se perdent. Vu la gradère. C'est la question. Mais Donc, oui, il y a des personnes, nous-mêmes, nous nous perdons parfois. Moi, je me suis déjà perdue. Hein. Alors, pour l'instant, il y a peut-être des personnes qui se perdent, mais on les a toujours retrouvées. donc, elles se perdent de façon, on va dire, momentanée. On arrive toujours à un moment donné à se retrouver. Alors, il y a justement tout un effort qui a été fait récemment sur la signalétique des bâtiments. Donc ça, c'était une volonté de l'institution, avec 2 grands axes sur cette partie signalétique, qui est aussi une activité en tant que telle. Hein, on est dans aussi des proportions et un nombre de bâtiments et de salles à identifier qui est important. Le premier axe était de supprimer ce qu'on appelle les acronymes. C'est-à-dire que, surtout pour un visiteur qui rentre pour la première fois dans un bâtiment du Parlement, avoir un VIC, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Churchill, tout le monde connaît. Et donc, l'idée première, l'axe, c'était de supprimer tous les acronymes et d'avoir des noms et une signalétique qui tient compte des noms réels des bâtiments et non pas de cette partie acronyme. Après, on a également fait en sorte d'avoir un travail de cohérence sur la signalétique qui permet en fait de gérer l'ensemble des bâtiments, sachant que concernant Strasbourg, tous les bâtiments communiquent au premier étage. C'est l'étage de communication avec l'ensemble des passerelles, ce qui permet en fait d'avoir une organisation de la signalétique avec une dorsale qui prend le premier étage et les différents éléments qui sont établis. Donc on peut se perdre un petit peu, mais c'est assez simple pour retrouver. Et on a également mis en place, notamment pour les personnes à mobilité réduite, un plan d'accessibilité qui est disponible à l'entrée de chaque bâtiment et qui permet à chaque gardien qui a été formé pour, parce qu'il y a eu un échange entre la DG Safe et la DG Indo, de pouvoir guider et orienter les visiteurs. Voilà, c'est un autre élément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la signalétique, il y a aussi la prise en charge humaine qui est importante. Et à propos des personnes à mobilité réduite, bon, vous le savez sans doute que c'est l'Union européenne et le Parlement aussi en premier lieu qui ont demandé à ce qu'il y ait une directive de l'Union européenne à tous les bâtiments des pays membres s'organisent de telle manière, c'était une directive il y a une dizaine d'années, afin que les personnes à mobilité réduite puissent rentrer dedans. Donc, le Parlement européen, c'est un exemple, parce que c'est le premier bâtiment public, entre guillemets, européen, qui a passé à l'acte, qui a mis en œuvre cette directive européenne à propos de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments publics européens. Je vois ici une autre question. La personne qui a posé la première était très contente de la réponse et te remercie. Mais maintenant, elle nous questionne à propos du Covid, c'est-à-dire à quel point le Covid a bouleversé vos missions, et notamment pour les visites, activités. Est-ce que tu veux parler un peu de ça? Nous sommes tous plus ou moins dans le noyau de la question, mais voici. Alors, notre activité a été bouleversée par le Covid, mais peut-être, alors en étant relativement court, je vais essayer de vous dire comment on l'a vécu, parce que notre rôle est de faire fonctionner le bâtiment. Et à un moment donné, donc on a eu une décision de notre président, mais une décision, on va dire, collective de l'ensemble des États membres, et ça, quelque part, l'activité s'est arrêtée. Je parle du début de la pandémie. Et donc, on a eu à gérer une période assez délicate qui était de devoir arrêter un bâtiment tout en n'étant pas sur place, mais en devant être sur place. Donc, on a eu une période assez complexe où on a en fait établi avec les différents prestataires, différents contractants, les différents collègues, des modes opératoires pour en fait arrêter l'activité.
Mais on s'est très vite aperçu, au bout de 15 jours, 3 semaines, qu'on pouvait ralentir l'activité, mais qu'un bâtiment de 350 000 m², c'était impossible de l'arrêter. C'était, ne serait-ce que par rapport à la sécurité incendie, par rapport à un certain nombre d'éléments, il était impossible de l'arrêter. Donc, en accord avec la hiérarchie de la DGINDO, donc, nous avons mis en place un fonctionnement qui tenait compte de la pandémie. Donc, on a eu un premier temps qui a été de faire fonctionner le bâtiment au ralenti. Et puis, très vite, vers le mois d'avril, mai, l'institution a décidé des mesures d'accompagnement, enfin des mesures d'accompagnement et des mesures sociales vis-à-vis du Covid, notamment la distribution de repas, la création d'un centre de dépistage. Et donc, on a été immédiatement impliqué dans la remise en route du bâtiment. C'est-à-dire qu'on a eu une période de 15 jours, 3 semaines où on a réduit. Et puis, très vite, on est reparti sur une première tranche d'activité qui était remettre en route le bâtiment pour que l'institution puisse assurer ses fonctions vitales. Voilà, qui étaient les mesures de solidarité et puis le reste, parce qu'il y avait quand même certains députés qui venaient, etc. Donc, on est passé sur un mode de fonctionnement qui était un mode de fonctionnement qu'on va appeler, entre guillemets, dégradé. Et là, on a eu des relations relativement étroites avec les autorités locales, avec également les collègues des autres sites, Bruxelles, Luxembourg, le service médical, pour savoir quelles étaient les mesures à prendre. Donc, il y avait de la distanciation. Donc, il y a eu toute une période où on a créé toute la signalétique liée à la distanciation. Après, on a travaillé sur la ventilation. C'est-à-dire que l'ensemble de nos bâtiments aujourd'hui sont alimentés en tout air neuf. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'air recyclé, c'est l'air extérieur qui ventile les bâtiments. Et donc, on a mis en place tous ces éléments au fur et à mesure des évolutions de la pandémie. L'utilisation des locaux, les modes opératoires de nettoyage, tout ça a été mis en place petit à petit pour le fonctionnement. Ça, c'était pour la partie fonctionnement. Et après, on a eu la partie activité. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'était une période où, quelque part, le bâtiment était moins occupé. Et donc, c'était le moment peut-être de planifier des opérations de maintenance ou de grosses rénovations qui ne pouvaient pas l'être par le passé parce qu'on n'avait pas assez de temps. En fait, les durées de travaux sont relativement rythmées par les sessions. Donc, nous avons 3 semaines entre chaque session, plus les 2 mois d'été. Et une période un peu spécifique liée aux élections où on a un petit mois et demi de plus. Donc, chaque fois, le maximum, c'était 8 semaines, 8-9 semaines. Et là, on a eu des périodes beaucoup plus longues qui nous ont permis de rénover en profondeur, notamment les sols. C'est idiot, mais on a pu rénover des sols du bâtiment de Churchill qui n'avaient pas été rénovés depuis 40 ans. Depuis la construction. Depuis la construction. Pourquoi? Parce que c'était un moment où on a pu interdire certaines zones d'accès. Donc, on a mis en place toute cette activité-là, et c'était également une volonté de l'institution et de notre hiérarchie au niveau des GINDO de soutenir l'activité économique, parce que ça faisait partie aussi des mesures de solidarité. C'est-à-dire qu'il y avait des repas, il y avait des centres de dépistage, mais il y a aussi soutenir l'économie. Et donc, le Parlement, à cette période-là, a été un des rares maîtres d'ouvrage à maintenir une activité supérieure à celle, pour la partie bâtiment, supérieure à celle qu'elle était avant la pandémie. C'est-à-dire que pour la première année, on était à une activité qui était 20% au-dessus de l'année avant la pandémie. Oui. Il y a une remarque d'Alejandro, un de nos collègues, qui dit que seulement dans le bâtiment Weiss, il y a 39 conférences rooms et 20 meeting rooms. C'est des chiffres tout à fait précises et exacts. Mais je voudrais revenir sur la question d'Antoine Grand, Evangelos, parce qu'il parle aussi des visites, activités. Est-ce que tu pourrais lui expliquer à quel point, quelques mots, pour dire que oui, les visites
et les activités se sont réduites énormément depuis qu'on a la pandémie. Bien. Avant de répondre à la question, j'aimerais le remercier aussi parce que grâce à ces questions, j'ai appris beaucoup de choses. Oui, Malgré, voilà. malgré le fait que je sois ici, que je côtoie les couloirs, les salles, j'ai appris beaucoup de choses et je te remercie. Et Bien sûr. si je parle trop, vous me le dites. Non, non, Mais pas non, du pas tout. du tout. Non. Tu Heureusement. parles, en plus, tu as un français magnifique que j'adore. C'est le Et seul, tu parles c'est le très seul bien. français dans cette salle-là. Il manque quelques-uns qui ne parlent pas bien le français. Bien, très bien, merci beaucoup. Alors, concernant les visites, sachez que tout au début, comme toute activité, le bâtiment aussi, comme Eric vient de le dire, il n'y avait pas de visite. On n'était même pas, nous, fonctionnaires, ne pouvions pas non plus venir dans le bâtiment pour des raisons qui ont été évoquées et tout le monde le sait tout au début de la pandémie. Par contre, l'institution a fait de sorte afin que le public puisse visiter le bâtiment du Parlement européen et dans un premier temps, il y avait des visites individuelles. Et vous imaginez, chers participants, n'importe quel citoyen pourrait venir à l'entrée du Parlement européen, montrer ses pièces d'identité et il serait guidé par le personnel de visite pour visiter le Parlement avec un certain parcours bien précis, parce que comme Eric l'avait dit tout à l'heure, il y avait des travaux, il y avait des rénovations, il y a des endroits aussi où les visiteurs ne peuvent pas y aller. En fait, là, il n'a jamais cessé de fonctionner ce Parlement et ce bâtiment. Et là, je veux aussi évoquer notre fonction du Parlement, c'est-à-dire la vraie fonction, le pouvoir législatif. Donc, ils ont pu se réunir, les députés européens, à travers le bureau d'information dans leur pays, à travers leur bureau, à travers le bâtiment aussi à Strasbourg. Donc, ils se réunissaient presque en permanence à Bruxelles, mais le travail législatif continue. Voilà. Merci. Moi, je pense que c'est évident que la pandémie a supposé pour ces parlements quelque chose de une commotion, hein, parce que du coup, on ne comprenait rien. Imaginez-vous que c'était juste après, en plus, je me rappelle, c'était pratiquement après la cérémonie en l'honneur de Helmut Kohl, que ce Parlement, pour moi, avait pris toute sa, comment dire, toute sa signification. Tu te rappelles tout ce qu'on a fait pour la cérémonie de Helmut Kohl, et vous, pour vous, ça a dû être un boulot énorme, parce qu'on a tout changé. L'hémicycle a complètement changé. Et tant de monde qui s'est rassemblé ici pour suivre cette cérémonie avec tant d'émotions et tant de leaders européens qui se sont déplacés et tout. Et peu de temps après, la Covid a commencé. Et du coup, on était à la maison, on ne pouvait pas venir au travail, on nous disait, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Et finalement, l'autre jour, on a célébré, et c'est une coïncidence, la cérémonie en l'honneur de Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est un nouveau métier pour nous, organiser des funérailles. Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais tu pourrais dire. Peut-être par rapport à la partie Covid, et après, on va revenir sur les événements. Sur la partie Covid, il faut bien voir également que ceci a été possible grâce à l'organisation des collègues, de l'ensemble des collègues, mais surtout des collègues de l'unité. Parce qu'on a mis en place une organisation avec l'accord de l'institution qui nous a permis en fait d'avoir une présence minimale à mi-temps, au moins à mi-temps sur site, sans se croiser. On a fait en sorte en fait d'avoir deux équipes qui on essayait de faire en sorte qu'elles ne se croisent pas pour pouvoir garantir le fonctionnement et être présent quand même pendant tous ces travaux, parce que c'est très difficile de suivre des travaux à distance.
Donc, c'est assez compliqué. Donc, ça, c'est un élément aussi fort, c'est-à-dire que sans l'engagement de l'ensemble des collègues, ce qui a été fait là était impossible. Et on voit cet engagement aussi au travers des événements marquants. C'était le cas, par exemple, de l'hommage à M. Kohl, à Helmut Kohl, qui était pour nous, en tant qu'institution, une première, et pour DG INLO, une première aussi, et nous, maintenant, encore plus une première. Et donc là, ça a été un travail de réactivité, mais aussi de compréhension des contraintes des autres services. C'est-à-dire que sur lequel on a pu capitaliser pour l'événement d'hommage à Valéry Giscard d'Estaing. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que nous, on a une méthode, quelque part, on a un peu une façon de raisonner d'ingénieur, c'est-à-dire qu'on aime bien quand c'est planifié, quand c'est ordonné et quand on prévoit les choses. Et en fait, lorsqu'on est sur ce type d'événement avec le protocole, on ne connaît pas les invités, on ne connaît pas les contraintes de façon linéaire. Et donc, en fait, il faut faire des choses qui soient relativement flexibles et s'adapter. Et ça, c'est une des grandes qualités, je pense, de la partie DG INLO maintenant, c'est notre capacité à nous adapter rapidement aux besoins de nos clients pour les accompagner. Parce que dans ce cadre-là, on accompagne, donc on a construit une scène, on a supprimé des pupitres, voilà, on a fait en sorte de pouvoir rentrer un cercueil dans l'hémicycle, on a fait plusieurs choses de ce type-là. Et on a capitalisé pour l'événement Valéry Giscard d'Estaing. On avait par exemple gardé un certain nombre d'éléments que nous avions fabriqués pour cacher par exemple la présidence, on les a réutilisés. Donc on essaie toujours, dans un souci d'utilisation de l'argent public, de réutiliser et de capitaliser sur les choses que nous avons déjà faites. Voilà. Il y a quelqu'un qui est connecté, notre collègue Manuela, et qui me rappelle quelque chose que nous avons oublié, l'inauguration de la COFOE, qui a été le 9 mai. Je vais utiliser ces mots. Hein. Elle dit, était un show que nous n'avions jamais vu avant. Comment as-tu participé à la mise en place? C'est sa question. Alors, par rapport à la mise en place de la COFO, on est un petit peu sur le même... C'est juste, je ne veux pas t'interrompre, Eric, mais c'est toi qui avais dit tout à l'heure que vous avez enlevé les acronymes afin que alors, conférence, tu dis tout le temps DG INLO, tu dis COFE, nous on sait, mais les participants ne savent pas. Donc il faut rappeler ce que c'est la DG INLO, ce que c'est la COFE. Tu as tout à fait raison. Direction générale, infrastructure et logistique. Mais là, rappelle la COFOE. Qu'est-ce que c'est? La conférence sur le futur de l'Europe. Voilà. Donc, qui est co-organisée par le Parlement, la Commission, le Conseil, il me semble. Je ne suis pas certain à 100%. Et les sessions plénières sont en fait organisées par le Parlement et pour l'instant se sont tenues à Strasbourg. Et l'inauguration, enfin le lancement de cette conférence a été fait au mois de mai, en présence notamment du président de la République française et des présidents de toutes les institutions, et y compris, il me semble, le Premier ministre portugais qui assurait la présidence de l'Union à cette époque-là. Et donc, pour ce type d'événement, en fait, ce sont des événements qui ont lieu dans l'hémicycle. Et là, on est sur une autre contrainte, c'est-à-dire que la contrainte, par exemple, pour l'événement sur les funérailles sur l'hommage à Helmut Kohl, était une contrainte de construire rapidement et d'aménager rapidement un plateau, une scène qui est mise en valeur au travers de la présence du public dans la salle. Pour la conférence, pour l'inauguration sur la conférence sur le futur de l'Europe, on était sur un autre concept. C'était une émission télévisée. Donc, un plateau télé qui était créé dans l'hémicycle. Donc là, on est plateau télé, donc on est sur une activité audiovisuelle, donc avec les collègues de l'audiovisuel. Donc, collaboration très étroite. La création du plateau en tant que tel, c'est les collègues de l'audiovisuel qui l'ont réalisé. Par contre, on a apporté le support sur toute la partie infrastructure autour. Et là, un des plus grands stress du week-end a été la puissance électrique. C'est-à-dire que
la puissance électrique qui a été amenée dans l'hémicycle était vraiment hors norme. On avait des câbles qui permettaient de pas. Enfin, la seule crainte qu'on avait, c'était la coupure d'électricité au moment de l'émission. Pour DGINO, c'était le principal risque, avec bien entendu toute la partie bureau de contrôle, c'est-à-dire qu'on est dans un établissement recevant du public qui est régi par des règles très strictes en matière de sécurité incendie, en matière de construction, et donc on a dû valider l'ensemble des éléments avec le bureau de contrôle et les collègues de DGSafe. Donc là, on est en interaction permanente avec les DG impliqués, donc dans le canal audiovisuel, où on a passé presque une semaine ensemble tous les jours pour trouver des solutions, parce qu'en fait, on arrive avec un concept qui n'est qu'un problème. C'est-à-dire que y a pas, et on trouve les solutions, on essaie de planifier, mais on trouve les solutions au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. D'où l'étroite collaboration sur site qui est absolument indispensable. Il y a d'autres? Non, il n'y a pas d'autres questions de la part des participants. Est-ce que vous me permettez, Lydia? Oui. Alors, vas-y. À quel niveau êtes-vous impacté par la venue d'un chef d'État, Premier ministre, ou un autre chef religieux, le pape, par exemple? Alors, tout dépend de l'ampleur de la visite. C'est-à-dire que si la visite est une visite, on va dire, il n'y a pas de visite de chef d'État standard, mais qui rentre dans le cadre protocolaire, on va dire, standard d'une session plénière, l'impact est relativement limité pour l'activité bâtiment, puisqu'en fait, c'est essentiellement des aspects sécurité et protocole qui sont pris en compte, plus un renforcement de certains services. De notre côté, côté maintenance, en fonction des zones qui sont occupées, donc on va renforcer le service durant la visite, ou ça peut être par exemple pour certains ascenseurs, lorsqu'on a des visites programmées avec un niveau de risque important, les opérateurs sont sur place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre un ascenseur qui tombe en panne à ce moment-là. Et donc, on a les opérateurs, les techniciens qui sont directement sur la machine. Donc, on adapte en fait notre service au niveau de risque. Ça, c'est on va dire, sur du standard. Après, pour des visites beaucoup plus, on va dire, plus emblématiques, telles la visite du pape, là, on est en fait inclus dans le processus, dans l'organisation globale de l'institution, et on se retrouve donc avec des partenaires, on va dire standards, DG Safe, DG Audiovisuel, DG Com, et nous. Voilà, les trois piliers de l'organisation de ce type d'événement. Et je rappelle encore une fois, bon, je joue le rôle de méchant, excuse-moi Eric, les DG, ce sont des directions générales pour que les participants puissent comprendre de quoi on parle. Donc, quand on dit DG, pour nous c'est banal, c'est direction générale. Alors, d'autres questions? Pour l'instant, non, je ne vois pas. Moi, je pense que nous devrions aussi toucher quelque chose de laquelle tu as parlé, c'est le patrimoine. C'est-à-dire le Parlement conçu comme un patrimoine européen, bien sûr, mais aussi un patrimoine strasbourgeois. Est-ce que tu pourrais parler un peu à propos de cette question, selon tes propres opinions? Alors, par rapport à l'aspect patrimoine, pour moi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect le comptable du patrimoine, c'est-à-dire que l'institution a décidé, ou les institutions européennes ont décidé, suite à un audit de la Cour des comptes début des années 2000, d'orienter la politique immobilière vers l'achat des bâtiments. Voilà, ça a été une orientation il y a une quinzaine d'années, d'orienter la politique immobilière vers l'achat des bâtiments. Et donc, le Parlement est devenu, au fil des années, propriétaire d'un parc immobilier relativement important, que ce soit à Bruxelles, à Strasbourg,
moins à Luxembourg, sauf depuis l'arrivée la mise en service du nouveau bâtiment Adenauer, qui est propriété du Parlement. Donc là, on a quelque part une vraie propriété comptable, c'est-à-dire qu'on se doit d'entretenir notre patrimoine, qui est un patrimoine, un actif. Après, il y a, et ça a été, on a pu le voir au travers notamment de la commémoration des 20 ans du bâtiment Weiss, de l'inauguration du bâtiment Weiss qui a été réalisé en décembre 2019, donc oui, juste avant la pandémie. C'est-à-dire que les bâtiments, lorsqu'ils sont emblématiques, et tous ne le sont pas, font partie, en fait, de l'histoire de l'institution. C'est-à-dire que pour le Parlement à Strasbourg, le bâtiment Weiss est plus qu'un bâtiment, en fait, c'est un hémicycle. C'est-à-dire qu'avant le bâtiment Weiss, le Parlement n'avait pas d'hémicycle à Strasbourg. Le Parlement européen utilisait l'hémicycle du Conseil de l'Europe. D'où la confusion aussi. D'où aussi la confusion. Et donc, quelque part, en termes de patrimoine, avant tout, c'est l'hémicycle. Après, il y a des bâtiments qui, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue fonctionnement, d'un point de vue architectural, sont des œuvres qu'on voit bien, vont perdurer dans le temps, et d'autres qui seront oubliés. À mon sens, mais ce n'est que mon avis, le bâtiment Weiss fait partie des bâtiments qui vont marquer et qui resteront dans le temps parce qu'ils sont, en fait, la quintessence de ce qu'est l'architecture. On est sur des formes géométriques, des formes simples, des formes, l'ellipse, l'arc, le cylindre, et donc on retrouve en fait tous ces éléments d'architecture, plus une intégration absolument magnifique par rapport à la ville et à l'île. Donc, à mon sens, c'est un bâtiment qui devrait perdurer. Donc, et je ne vais pas dire direction générale, DG, mais partant de là, c'est aussi un axe de développement de notre direction générale et de notre direction, d'avoir, en fait, de faire fructifier cet héritage au sens comptable du terme, financier, mais aussi héritage au sens emblème de l'institution. Voilà. Parce que moi je pense que... Et c'est vrai pour Strasbourg, c'est vrai pour Bruxelles aussi, oui, et c'est vrai pour Luxembourg. Oui, mais l'hémicycle, comme tu dis, c'est-à-dire le bâtiment Louis Weiss, moi je pense qu'il y a aussi une valeur iconique pour toute l'Europe, beaucoup plus que le Parlement de Bruxelles, le bâtiment, hein, je parle, beaucoup plus que le bâtiment de Bruxelles. Le Parlement de Strasbourg a une valeur iconique très importante, tout le monde le reconnaît. Et je pourrais te parler de l'émerveillement des jeunes garçons et filles qui venaient à l'Euroscola. Tu te rappelles, Evangelos, quand ils entraient dans l'hémicycle, tu entendais, ils étaient vraiment émerveillés de se voir dans cet endroit incroyable, parce que l'hémicycle ici, il est vraiment incroyable. Peut-être un autre point et ça on a pu le vérifier encore la semaine dernière pour l'hommage à Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire que l'hémicycle, en termes de salle, n'est pas un auditorium. C'est-à-dire qu'en fait, l'hémicycle, il doit être feutré. Enfin, le son doit porter, l'acoustique doit être portante, mais il doit y avoir quand même une ambiance. Donc, il y a une absorption des sons. Tout ça est calculé. Et on s'aperçoit que il fait son office d'hémicycle, c'est-à-dire de lieu de débat, d'échange, de la démocratie, mais en même temps, on est capable de mettre en place un piano, et le piano sans sonorisation, c'est-à-dire qu'on avait prévu l'ensemble de la sonorisation qui permettait de renvoyer avec des enceintes, etc. En fait, le pianiste est venu, a fait son premier test juste avant l'hommage, et a dit non, on met rien. Et en fait, le piano était seul dans l'hémicycle, et l'acoustique permettait également de gérer ce type d'activité. Donc, il a en plus cet aspect-là. Oui, il faut dire aussi, parce que j'ai suivi, il faut dire que les personnes présentes étaient comme les jeunes quand ils rentrent dans l'hémicycle, mais même nous aussi, étaient absorbés par cet hommage à un homme politique européen, et surtout, la musique était très belle.
Donc, personne n'osait de toucher presque. Et ça joue aussi. Ça joue aussi. C'est un mélange, c'est-à-dire que le bâtiment Weiss, et on a beaucoup d'échanges, par exemple, chose qui n'est pas forcément très connue, on a des échanges quasiment au moins 3 à 4 fois par an avec l'architecte concepteur du bâtiment pour les différentes évolutions. Parce qu'en fait, il a un droit à l'image, de propriété intellectuelle, mais c'est également une volonté de notre institution d'associer l'architecte concepteur aux évolutions du bâtiment. Parce que, en fait, l'idée, c'est le bâtiment, il est fait pour, également pour vivre et évoluer. C'est pour ça qu'on est amené à créer de nouvelles zones, comme les zones audiovisuelles autour de l'hémicycle, etc. Et l'objectif, en fait, c'est, comme il le dit, c'est de continuer l'histoire. C'est-à-dire faire évoluer ce bâtiment tout en continuant l'esprit d'origine. Et c'est pour ça qu'on est souvent en relation avec nous pour faire des choix et pour être sûr que les choix que nous faisons rentrent dans l'héritage et font partie d'une évolution, on va dire, voulue du bâtiment. Je voudrais, on vient de parler de la magnitude, non? De la magnificence de ce Parlement, de ce bâtiment. Il y a aussi des petits détails, non? Dans ton travail. Est-ce que je peux raconter comment on s'est connus, toi et moi, nous sommes connus? On n'a pas de souper. Alors, je vais vous raconter ça. Un jour, moi j'étais à la DGCOM, et lui à sa DG INLO, moi c'est la Direction Générale de la Communication. Il y a une lettre qui arrive, une lettre qui venait du Japon, du consulat du Japon ici à Strasbourg. Et alors, les Japonais, ils nous posaient la question à propos des héritiers du Japon qui avaient été offerts au Parlement, à la ville de Strasbourg, dans le temps où le bâtiment s'est construit. Hein. Alors, il paraît qu'il y avait des citoyens japonais qui ont fait le tour dans la barque qui passe sur l'île et qui avaient vu des héritiers en très mauvais état. Et les Japonais s'étaient plaints à son autorité consulaire. Alors, mon chef m'a dit, écoute, il faut aller voir ça. Et j'ai dit, mais les héritiers, ça dépend de qui? Il m'a dit, ça dépend d'Eric Rica. Alors, avec Eric Rica, que j'y vais. Et on y va, Eric Rica et moi, voir les héritiers. Et on est allé voir les héritiers. Et ils s'étaient très bien soignés, les héritiers. Ils étaient resplendissants. Mais effectivement, il y avait 3 héritiers sur un côté qui étaient complètement moches, pleins de plantes, grimpantes. Ils ne pouvaient pas respirer, complètement étouffés. Alors j'ai dit, mais et ça? Et il m'a dit, bon, ça, c'est pas à nous. Et maintenant, je te laisse expliquer. Parce qu'à ce moment-là, il a pris les choses en main. Et même s'il n'était pas à nous, il les a nettoyés. Et alors, l'exemple de Rossa, c'est en fait notre vie on va dire, en collaboration avec les autorités locales. En fait. C'est-à-dire que l'emprise du bâtiment est relativement importante, c'est-à-dire que le terrain autour du bâtiment n'est pas énorme. C'est-à-dire qu'on est très proche des limites de propriété. Et souvent, on pense qu'on est sur l'emprise du Parlement, mais en fait, on est soit sur l'emprise de la ville, soit les voies navigables, soit la communauté urbaine. Et dans le cas-là, c'était les cerisiers avaient été plantés sur la berge des voies navigables de France. Et donc, on a fait une convention avec les voies navigables, suite à la demande du consulat japonais, pour avoir l'accès et pouvoir nettoyer les berges. Voilà. Et à partir de ce moment-là, le problème était réglé. Et le consulat, il s'était tellement reconnaissant que tous les ans, il m'envoie un magnifique calendrier. Et moi, je m'efforce de dire, c'est grâce à la DG Inlo, c'est grâce à mon voisin du 3e, à Eric Rica, que les héritiers ont été nettoyés et parfaitement visibles pour tout le monde. Et maintenant, je voudrais, si c'est possible, te poser la question qui tue, c'est-à-dire
la question par laquelle j'ai commencé mon intervention. Est-ce que tu pourrais nous dire plus ou moins combien de gens travaillent pour cette DG, pour cette direction générale ici à Strasbourg? Je pourrais imaginer combien d'internes, mais il y a énormément de gens de l'extérieur. Tu ne pourrais pas parler un peu de ça? Parce qu'il y a tellement de métiers qui s'occupent pendant des mois et des mois. Il y a des appels d'offres, il y a beaucoup de choses que je pense que les citoyens devraient connaître. Alors, par rapport à l'activité, donc nous travaillons avec des prestataires. Et bien entendu, nous sommes soumis non pas au code des marchés publics d'un État membre, mais à notre régulation. Donc, et dans ce cadre-là, toutes nos activités sont régies par des mises en concurrence publiques. Donc, nous avons un nombre... je connais pour la direction, c'est une trentaine d'appels d'offres en moyenne par an, parce qu'on a calculé la dernière fois. Je pense que sur Strasbourg, on doit être à peu près sur 8 à 10 appels d'offres chaque année pour renouveler les différentes prestations. Donc ça, c'est l'activité liée, je veux dire, à la réglementation financière. Par rapport aux prestataires, nous avons des prestataires de services liés à la maintenance, au nettoyage, la restauration. À la restauration qui ne fait pas partie des bâtiments, mais qui fait partie de la direction générale des infrastructures. On a des déménageurs, etc. Mais sur la partie bâtiment proprement dit, nous avons des prestataires de services qui sont là quasi en permanence. L'effectif est adapté en fonction des sessions, en fonction des périodes, mais qui sont là quasiment en permanence. Et puis, nous avons également des prestataires avec lesquels nous réalisons des travaux. Et pour vous donner un ordre de grandeur, en termes de prestataires de services, on peut considérer que sur une session plénière, parce que c'est là qu'on a le pic d'occupation effective, parce que par rapport aux personnes en charge du nettoyage, etc., on est à peu près aux alentours de 350 personnes en termes de services, sur la partie prestataire. Et par contre, pour la partie travaux, donc, on a eu un pic à l'été 2018, il y avait des travaux un petit peu partout. Et avec les collègues des projets, donc sur le mois d'août, on a eu des jours où il y avait 700 personnes qui travaillaient sur le site, sur les différents chantiers. Hein. Ce n'était pas un chantier, c'était sur l'ensemble des chantiers gérés par la Direction générale des infrastructures et logistiques. Donc, on a eu des pics à 700 personnes. C'est-à-dire que c'était les personnes identifiées à l'accueil, à l'entrée des bâtiments, sous tout le monde belge, à l'entrée des bâtiments pour certaines journées au mois d'août 2010. Sur ce nombre de personnes qui travaillent en tant que prestataires, ça m'amène à une réflexion et je lance un appel aux participants. Si quelqu'un veut pas seulement s'amuser, mais faire une étude pour savoir quel est le premier employeur de la ville ou de la région. Moi, j'imagine que c'est peut-être le Conseil de l'Europe pour faire la distinction, mais du point de vue travaux et bâtiments, j'imagine que c'est bien le Parlement. Hein. Je n'ai jamais fait de benchmark. Mais par contre, peut-être un autre point sur lequel je n'ai pas suffisamment insisté, c'est qu'on est amené à travailler avec tout type d'entreprises. Oui. C'est-à-dire qu'on travaille avec des grands groupes nationaux ou internationaux pour certains sujets, mais on travaille aussi avec des entreprises locales, des PME, ou même des artisans, voire des artistes. C'est-à-dire que, par exemple, pour, je ne vais pas le citer parce que le but n'est pas de citer, mais pour tout ce qui est rénovation des fauteuils et des cuirs et de l'hémicycle, nous avons un prestataire qui, à mon sens, est plus un artiste qu'une entreprise, quoi. Parce qu'on est sur un savoir-faire qui est vraiment
très particulier. Voilà. Et donc, c'est aussi grâce à la réactivité de nos prestataires que nous arrivons à avoir une réactivité sur certaines opérations. Et Alors, il y a une question encore assez particulière. Devez-vous cacher, entre guillemets, les flux logistiques, reprographie, courrier, repas du grand public? je ne comprends pas la question. Oui, si vous Caché? cachez, entre guillemets, c'est-à-dire vous n'êtes pas transparent sur le flux logistique, comme il dit, la reprographie, courrier. Bonjour. Est-ce que ça a une signification pour toi? Enfin, si j'ai bien compris, enfin, je peux imaginer la question, mais je l'ai peut-être mal compris. C'est plutôt, est-ce qu'il y a des circuits spécifiques pour les flux techniques? Est-ce que c'est ça la question? Oui, bonjour à tous. Exactement, c'est moi qui pose la question, c'est tout à fait ça. La question était un peu mal tournée, mais oui, oui. D'accord, donc est-ce qu'il y a des circuits spécifiques pour les flux techniques? Donc, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'il y a des circuits, alors, pas pour tout. Alors, les flux logistiques, oui, parce que le bâtiment, justement, les bâtiments sont gérés avec des quais de déchargement qui permettent en fait d'alimenter des zones de stock et puis après de desservir les différentes parties du bâtiment. Mais il y a des livraisons. L'objectif n'est pas de cacher, mais d'avoir des fonctionnements qui soient cohérents. Voilà. C'est-à-dire que, en termes de sécurité également, on ne va pas passer une palette de papier pendant la session au travers de l'hémicycle. Donc, il y a toute cette gestion de la logistique, en fait, qui est faite par des circuits spécifiques ou lorsque ce n'est pas possible, par des moments différents. C'est-à-dire qu'on va gérer des livraisons à d'autres périodes hors session ou pendant la nuit ou à des moments où il n'y a pas un public trop important. Mais c'est plus lié à des problèmes soit de sécurité, soit vraiment de gêne pour la partie opérationnelle. Mais on n'a rien à cacher. Tout à fait. Nous sommes, dans ce sens, une institution complètement transparente très démocratique. Et très démocratique, oui. Et je suis pantoise, on dit, je peux être pantoise à cause des chiffres que tu as donnés. C'est incroyable, 750, 350, et puis 350 000, et puis Alejandro avec toutes ces salles de conférences, salles de réunions. Bon, c'est incroyable, vraiment. Incroyable comme je l'imaginais déjà, je le savais déjà, je connais le Parlement depuis tellement d'années, et c'est vrai que je l'ai vu grandir. Je me rappelle quand ici à Strasbourg, il fallait se réunir au Conseil de l'Europe, et les réunions et les plénières étaient là-bas. Je trouve que cette conférence a été excellente. Tu as encore une question? Oui, non, mais on a dépassé de 3 minutes, mais comme j'ai dit au début, nous ne sommes pas sur un plateau de télévision, nous n'avons pas d'obligation de publicité, ainsi de suite. Alors, s'il y a encore une question, il n'y a pas de question. Donc, très bien. Oui, on peut continuer à parler de ce bâtiment. Peut-être juste par rapport à ce que vient de dire Rosa, et pour les personnes qui ne sont pas à Strasbourg, qui ne connaissent pas le bâtiment, il y a 2 éléments importants. Dans le circuit visiteur qui a été mis en place par la Direction générale de la communication, l'exposition qui a été faite pour la cérémonie donc, des 20 ans du bâtiment Weiss est restée en place de façon, pour l'instant, peut-être pas permanente, ce qui permet en fait d'avoir une idée de la façon dont le bâtiment a accompagné l'évolution politique de l'institution. Ça, c'est, je pense, important parce que c'est accessible à tout le monde. Les visites sont publiques. Et donc, c'était important de le signaler parce que ça permet d'avoir une autre vision. Et l'autre point, qui est en fait les journées du patrimoine, qui ont lieu une fois par an, Journée européenne du patrimoine, et le bâtiment donc est ouvert au cours de ces journées, et ça permet aussi d'avoir une représentation réelle du lieu magnifique dans lequel on vit tous les jours. Oui. Eh bien, il y a encore une question, mais je demande à celui qui a posé la question de l'envoyer directement
à notre invité, Eric Rica, parce que, bon, c'est vrai, je dis que nous pouvons prolonger, mais nous avons dépassé de 5 minutes. Alors, il est temps pour moi de remercier notre invité, de vous remercier, vous qui avez participé à cette conférence, à mes collègues. Et c'est la dernière pour cette année et l'année prochaine. On va continuer dans cette série de métiers du Parlement européen parce que, paraît-il, ça vous intéresse. On le voit aussi à travers les chiffres. Et de ma part, je vous dis bonsoir. Et Rosa, vous voudrez conclure? Oui, moi, j'ai que deux mots à dire. Remercier Eric parce que pour lui, je sais que c'était pas un défi, évidemment, avec tous ces chiffres qu'il vient d'avancer, ça c'est quelque chose de tout petit. Mais justement parce qu'on est tout petit, et ça nous a fait très plaisir de t'avoir parmi nous. Je me rappelle qu'on se concurrençait au début, tu te rappelles, avec la salle, il y avait une réunion INLO et nous on était là et on devait, on attendait que vous sortiez et INLO. Et maintenant on a INLO avec nous, on a notre voisin du troisième avec nous et nous sommes très contents parce que ta conférence a été, il faut que je te le dise, magnifique. Et je voudrais te laisser le plaisir de dire au revoir à tout le monde. Il y a des gens de chez toi qui sont là. Et tu pourrais leur dire quelque chose de ta part. Hein? Déjà, merci. S'il te plaît, à Strasbourg. Hein? Déjà merci à tous. Merci de nous avoir donné la possibilité de nous présenter, en fait, de donner une autre image de ce que nous faisons au Parlement. 1 heure, c'est court. Mais après, comme je suis un passionné, je pourrais en parler des heures, mais après, il faut m'arrêter. Surtout que j'ai les mains qui bougent, donc voilà, ça c'est le côté sudiste. N'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On va renouveler cette expérience l'année prochaine. Et en fait, donc c'est un plaisir, c'est un challenge aussi, parce que c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Donc, gérer un projet, voilà, c'est habituel. Pouvoir s'exprimer devant les collègues, devant un certain nombre de personnes, c'est pas quelque chose que je fais habituellement, donc c'est toujours un challenge, mais c'est quand même un plaisir. Et puis, j'espère que ça a été utile à tout le monde. Et ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'en fait, grâce à la DG Communication qui nous a donné la parole, je ne suis que, quelque part, le porteur du message. En fait, le vrai travail, c'est l'ensemble des collègues de la direction générale qui le fait tous les jours, avec motivation, avec parfois difficulté, mais notre objectif, avec notre hiérarchie aussi, est de faire en sorte de travailler avec un niveau de confiance qui permet la performance. On n'a pas parlé, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais on ne peut être performant qu'en travaillant avec des personnes de qualité, mais également avec un niveau de confiance réciproque. Et c'est vrai aussi dans le travail avec les autres services. Et je peux, si tu me permets, assurer. Dès qu'on voit un groupe de la 2G INLO dans les couloirs, il y a toujours on voit que c'est comme un groupe uni, avec beaucoup de communication entre vous. On perçoit tout de suite une bonne onde, comme disent les Sud-Américains. Très bonne onde. C'est ce que vous savez. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci, Eric. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Bonsoir. Merci.